Le 19e siècle est une période d'innovation dans le domaine de l'armement. On y verra l'introduction et la diffusion à grande échelle de nombreuses et importantes technologies dans l'armement et dans la production d'armes, comme exemple le revolver, la cartouche métallique, les armes à répétition ou la balle chemisée. Mais la plus importante de ces innovations, c'est sans contexte la poudre sans fumée. En 1841, la Prusse adopte le fusil à aiguille léger à percussion modèle 1841, plus communément appelé Dreise modèle 1841. Il s'agit du premier fusil à chargement par la culasse à verrou adopté par une armée majeure. Cette arme sera un des éléments des victoires prussiennes sur le Danemark durant les deux guerres des duchés et durant la guerre austro-prussienne, respectivement en 1851, 64 et 66. À ce moment, le Danemark et l'Autriche utilisaient encore des fusils à chargement par la bouche. Le chargement par la culasse apporte de nombreux avantages, en particulier au niveau de la cadence de tir et à la possibilité de recharger allongé. Le concept du fusil à aiguille est assez similaire à celui d'un fusil à verrou moderne. Concrètement, les différences sont au niveau du percuteur de la culasse et de la munition. La cartouche papier du fusil Dreise est un paquet composé d'une balle, d'une charge de poudre noire et entre les deux une amorce. L'aiguille, qui s'apparente à un percuteur, traverse la charge de poudre pour faire détonner l'amorce, et ainsi la poudre propulsant la balle. En réponse, la France va développer puis mettre en service sa propre version du fusil à aiguille, le Chassepot, modèle 1866. Il remplace alors une multitude de fusils à chargement par la bouche. Le Chassepot améliore le concept de fusil à aiguille au niveau de sa munition, l'amorce située maintenant avant la charge de poudre. Comparé au Dreise, le Chassepot est supérieur, notamment au niveau des performances balistiques. Malgré cette supériorité, la France sera défaite en 1871. La victoire prussienne est un des éléments clés qui mènera à l'unification de l'Allemagne, et en France, cela va créer un climat revanchard envers l'Allemagne nouvellement formée, notamment avec la prise de l'Alsace et de la partie germanophone de la Lorraine. Peu après, l'Allemagne va rapidement chercher un remplacement à ses fusils à aiguille devenus obsolètes. Ce remplacement prendra la forme du Mauser 1871, adopté pour réarmer l'ensemble de l'armée de l'Empire allemand. Son système de culasse est basé sur son prédécesseur, mais introduit une munition à étui métallique, un grand pas en avant face aux cartouches papier. Ce type de munition est plus résistant aux éléments, plus fiable et permet un rechargement plus rapide. Face au nouveau fusil allemand, la France va trouver comme successeur au Chassepot le fusil modèle 1874, qui sera surnommé Gras en l'honneur du colonel Basile Gras, le nom de son inventeur. Cette arme sera développée dans un contexte difficile, mais il en résultera une arme tout à fait compétente. Il utilise la munition de 11 mm par 59 R, appelée parfois 11 mm Gras. Ces fusils Gras Mauser 71, ainsi que les fusils britanniques Martini Henry, le fusil russe Berdan II ou le Rolling Block américain, sont tous des fusils d'infanterie à chargement par la culasse, typiques de cette période. Ce sont des armes relativement longues, tirant une munition à étui métallique à poudre noire, avec un lent et lourd projectile de gros calibre en plomb, et partagent le fait que ce sont toutes des armes mono-coups sans magasin. Mais ces magasins n'étaient pas une nouveauté et certains modèles furent même adoptés par quelques armées. Aux États-Unis, les pistolets et carabines à levier volcanique puis Henry sont parmi les premiers exemples d'armes équipées de magasins à se montrer populaires sur le marché civil et militaire, et ce dès les années 1860. En Europe, la famille de fusils suisses Vetterli est introduite en 1867 et intègre un magasin type Kropatschek, un système inventé par l'officier autrichien Alfred Ritter von Kropatschek. Ces systèmes de magasins fonctionnent sous le même principe général, les munitions sont stockées dans un tube sous le canon, et lorsqu'elles y sont extraites, sont placées en face de la chambre via une pièce appelée loger. Le tout est actionné par le tireur via le levier d'armement. Ces armes sont catégorisées à répétition. Chaque tir est séparé avec une manipulation du levier d'armement, c'est ce qui fait la distinction avec une arme automatique ou semi-automatique. Bien que l'avantage d'un magasin permettant plusieurs tirs consécutifs peut sembler évident aujourd'hui, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Cette technologie relativement nouvelle rendait les armes plus lourdes, plus chères et compliquées à produire, et incompatibles avec certaines doctrines militaires de l'époque. Tout cela rajouté à un souci de surconsommation de munitions par les fantassins à une époque où la logistique et la production de ces munitions ne pourraient ne pas pouvoir suivre.
On pourra rajouter que les magasins tubulaires sont tous relativement lents à recharger et n'augmentent pas significativement le volume de tir sur une période de temps donnée. C'est pour ces raisons que la plupart des grandes puissances militaires de l'époque ne se précipiteront pas sur les fusils à répétition. Mais si on ne prend pas en compte le rechargement, ces magasins peuvent être une solution par exemple pour repousser un assaut. La bataille du siège de Plevna, durant la guerre russo-turque de 1877, est un exemple de cas où les armes à répétition se révélèrent redoutables. Les Ottomans équipés de fusils Peabody Martini pour les combats à longue portée et de Winchester modèle 1866 pour les combats à courte portée, se montrèrent particulièrement efficaces pour repousser les troupes roumaines et russes armées majoritairement de fusils à un coup Krenka et Berdan 1 et 2. C'est un des événements qui démontra aux observateurs étrangers sur place que les armes à répétition étaient le futur pour l'armement du fantassin. La marine française va donc explorer la piste d'un fusil à répétition. En effet, la marine déployée dans les colonies pourrait se retrouver face à un ennemi supérieur en nombre, et une arme proposant un large volume de feu fut une piste jugée exploitable. C'est pour ça que la marine n'adoptera pas le fusil gras en 1874, mais choisira un fusil autrichien développé par Kropatschek, et qui recevra comme nom le fusil de marine modèle 1878. Ces armes sont achetées en Autriche et produites par la manufacture de Wendel à Steyr, pour une commande totale de 25 000 fusils. Il fut choisi lors d'une série d'essais où furent testés les fusils américains Winchester Hotchkiss et le fusil norvégien Krag-Peterson. En 1884, l'armée allemande met à jour son fusil Mauser 71 avec un magasin type Kropatschek. Cette variante est nommée Mauser 71/84 et est destinée pour l'intégralité de l'armée allemande. Pour ne pas être dépassée, l'armée française entame donc la recherche d'un fusil à répétition pour au moins égaler l'armée allemande. Seront donc développés à partir du fusil de marine les fusils de transition modèle 1884 puis 85. Ce modèle 1885 introduit plusieurs éléments que l'on retrouvera plus tard, comme une crosse de pièces. Ces armes utilisent aussi le 11 mm gras. Entre-temps, il y a deux inventions majeures qui s'apprêtent à révolutionner l'armement. Edward Rubin, un officier et ingénieur suisse travaillant à la fabrique fédérale de munitions de Thun, expérimente dans les années 1880 sur les projectiles de petit calibre à haute vélocité. Ces projectiles permettent une trajectoire plus plate, une munition globalement plus légère, pour au final un pouvoir létal équivalent à une munition lente de gros calibre. Mais cela cause deux problèmes. Une balle en plomb tirée à très haute vitesse ne peut ni supporter la friction du canon ni de l'air sans se désintégrer. Cette question sera réglée en recouvrant le projectile avec une couche de métal plus dure mais assez molle pour prendre les rayures du canon, généralement une couche de cuivre recouvrant du plomb. C'est ce qu'on appelle une balle blindée ou chemisée, le concept est finalisé en 1882. La seconde question est comment projeter une balle à une vitesse élevée. La poudre noire est un gros frein dans l'évolution de l'armement et possède beaucoup de problèmes. C'est un composé instable de plutôt faible puissance et laisse beaucoup le résidu de combustion. Des résidus qui se forment vite et s'accumulent, encrassant rapidement l'arme, qui nécessite donc un entretien régulier. C'est pour ces raisons que le développement d'armes automatiques utilisant la poudre noire n'est pas vraiment possible. De plus, lors du tir, un épais nuage de fumée se forme, non seulement obstruant le champ de bataille, mais aussi révélant la position du tireur. Et pour finir, avec leur vitesse de sortie relativement lente, les armes à poudre noire ont une trajectoire très courbée, une portée assez limitée et n'ont pas une bonne pénétration d'obstacles. Les nombreux essais de remplacement de la poudre noire furent à présent infructueux, et furent explorées les pistes de la poudre noire compressée, ou d'autres composés chimiques, comme la nitroglycérine, mais trop instable et toxique. C'est le chimiste français Paul Vieille, spécialiste des explosions, qui perfectionne en 1884 un composé à base de nitrocellulose utilisable dans les armes à feu, travaillant alors au laboratoire central des poudres et salpêtres à Paris. Bien que brûlant théoriquement moins vite que la poudre noire, ce nouveau composé brûle complètement et générant beaucoup moins de résidus de combustion, et est environ 3 fois plus puissant. Cette poudre est nommée poudre B, poudre blanche, et est déclarée top secrète par le gouvernement français. Dans un contexte très belliqueux en Europe, ajouté à un contexte très fort de course à l'armement, les efforts vont être concentrés pour produire le meilleur fusil possible, mais l'un des éléments déterminants va être l'élection d'un gouvernement très revanchard. En janvier 1886, Georges Boulanger est nommé ministre de la guerre. Il incarne en France l'esprit de revanche contre l'Allemagne, un mouvement nommé le boulangisme. Il souhaite être l'homme derrière la mise en service de la nouvelle arme, qui donnera à la France un avantage militaire certain.
il va créer une commission spéciale dirigée par le général Baptiste Tramont. Boulanger ordonne que le nouveau fusil et munitions soit prêt pour mai 1886 pour mettre en service l'arme en moins de 2 ans, ce qui va créer un climat de précipitation. Le nouveau fusil sera intégré selon une doctrine intégrant 4 points. La manœuvre d'infanterie standard reste le tir en ligne typique de l'époque où les fantassins s'alignent pour tirer en même temps sous le commandement d'un officier, ce qu'on appelle le tir en volée. Il s'applique pour les longues distances au coup par coup sans utiliser le magasin. L'arme doit donc être suffisamment longue pour éviter les accidents durant ce tir en ligne. Le deuxième point est le tir individuel à longue distance où le magasin est aussi mis de côté, à la manière d'un fusil à un coup sans magasin. Pour les combats à moyenne distance contre une charge de cavalerie par exemple, on utilisera le magasin pour un volume de feu maximum. Enfin, pour le combat rapproché, on utilisera la baïonnette. On notera que le magasin reste principalement en réserve et ne doit être utilisé que lorsqu'ordonné. C'est le colonel Gras qui va proposer d'adapter le fusil modèle 1885, principalement par souci d'économie. Furent expérimentés plusieurs types de chargeurs, mais furent abandonnés au profit du magasin type Kropatschek. La nouvelle munition sera composée d'une balle blindée à bourron de 8 mm, développée par le colonel Nicolas Lebel. C'est la balle M pour Myshore, un alliage de zinc, cuivre et nickel, le métal de la chemise. L'étui est une modification de la munition de 11 mm gras recalibrée à 8 mm, modification mise au point par le capitaine Desalleux, supervisé par le colonel Gras. Cela permet d'utiliser l'outillage produisant les munitions de fusil gras par souci d'économie. La munition finale est une munition en forme de bouteille avec un large bourrelet. Cette munition est nommée 8x50R, aussi appelée parfois 8x51R pour éviter la confusion avec la munition austro-hongroise, ou encore 8 mm Lebel. Cette munition, bien qu'adéquate dans un magasin type Kropatschek, se montrera problématique plus tard. La modification de la culasse sera effectuée par le colonel Bonnet. Il fut finalement assez facile de modifier le fusil modèle 1885 pour utiliser la nouvelle munition. Les changements majeurs furent le canon, les tolérances de la chambre et de la culasse, et les valeurs d'élévation de la hausse. Ces modifications donneront finalement le fusil modèle 1886. Il est adopté le 22 avril 1887 et est surnommé Lebel en l'honneur de Nicolas Lebel malgré son opposition. Proposant une munition plus précise, plus rapide, plus puissante et plus propre que ses contemporains, ce fusil est très séducteur pour l'état-major français. Malheureusement, à part ce point, ce fusil est en retard sur un élément clé, le magasin, et plus tard, sa munition se montrera être un gros problème. Lorsqu'on le compare à ses concurrents en 1886, le fusil Lebel, de par les performances de sa munition, surclasse très largement les autres armes de l'époque. Mis à part ce point, ce fusil reste dans la tendance générale des armes du moment, un fusil d'infanterie long développé pour le tir en ligne et le combat à la baïonnette. L'arme possède un système de déconnexion du magasin, un élément qu'on retrouve sur la série des fusils Limit-4 de Lee Enfield ou sur le Springfield modèle 1903. Le Lebel n'a pas de sécurité, l'arme étant censée être manipulée avec la chambre vide. La baïonnette, alors un élément crucial, est spécialement conçue pour être légère tout en étant la plus létale possible. Elle est surnommée Rosalie, ce n'est pas une lame mais une sorte de pic à la manière d'un gros tournevis cruciforme, réputé très efficace mais potentiellement fragile. Entre le moment de sa présentation en mai 1886 et son adoption en 87, 1000 armes de pré-série furent construites, et à partir de là, les Lebel furent assemblés aux arsenaux de Châtellerault, Tulle et Saint-Étienne, fabriqués utilisant de l'outillage acheté aux États-Unis. Un grand nombre de pièces, comme par exemple les canons, seront aussi produits par de nombreux autres ateliers et manufactures. Le fusil Lebel possède un système de culasse hérité de celui du fusil gras. Le magasin tubulaire est placé sous le canon un peu à la manière d'un fusil à pompe ou fusil à levier. Les munitions sont insérées une par une dans le magasin, directement depuis la fenêtre d'éjection. Suivant l'alimentation du magasin, qui a une capacité de 8 munitions, il est possible de placer 2 munitions de plus, une dans l'auget et une dans la chambre pour un total de 10. Lors de la fermeture de la culasse, l'auget se lève présentant une cartouche en face de la chambre. Après le chambrement puis le tir de la munition, le tireur ouvre la culasse, éjectant l'étui usé. Lorsque l'auget est en position baissée, une cartouche est extraite du magasin et déposée dans l'auget. On revient alors en position initiale et le cycle peut recommencer. Mais les magasins Kropatschek ont plusieurs défauts. Ils sont longs à recharger, assez complexes, ils changent aussi le centre de gravité de l'arme en fonction du niveau de remplissage du magasin, et ainsi influent sur l'harmonique du canon et peuvent altérer la précision.
mais sont aussi sujets à des détonations accidentelles dans le magasin si les ogives sont en contact avec l'amorce de la munition d'en face. Ils sont donc considérés inférieurs face aux magasins type Mauser ou Mannlicher, permettant en plus de recharger plusieurs munitions à la fois. On notera que charger l'arme à 10 coups n'était pas une pratique inscrite dans la réglementation. La hausse est réglable de 250 mètres jusqu'à 2 km, bien que le tir de précision à cette distance n'est pas très raisonnable. À ce genre de distance est utilisée la pratique du tir en volée. En 1892, environ 3 millions de fusils furent manufacturés, réarmant complètement l'armée et la réserve. Durant cette année seront introduites quelques modifications, que ce soit sur les armes nouvellement construites ou celles déjà en stock, et inclut comme changement une hausse plus solide, un crochet pour le stockage sur le terrain, et des modifications de la culasse pour la sécurité en cas de rupture d'étui. Ces modifications donneront la nouvelle dénomination du fusil, maintenant modèle 1886 modifié 93. Le baptême du feu du fusil Lebel aura lieu durant un certain nombre de conflits en territoire colonisé en Afrique et en Asie. En 1898 est introduite la balle D à ogive pointue, offrant un projectile plus aérodynamique et ainsi une trajectoire plus plate et une meilleure portée. Les hausses recevront une nouvelle mise à jour et seront réglables jusqu'à maintenant 2 km 400. La chambre fut aussi renforcée pour compenser cette munition à plus haute pression. Ces munitions pointues accentuant le risque de détonation accidentelle dans le magasin mèneront à une modification du culot de la munition, ajoutant une sorte de rail autour de l'amorce. Ce sera la balle DAM pour amorçage modifié. Mais entre-temps, les autres puissances militaires du monde avaient rattrapé leur retard, le secret de la poudre sans fumée n'étant pas si inaccessible. 1886 voit aussi l'introduction du magasin type Mannlicher dans les fusils austro-hongrois, les modèles 1886, 1888 et 1888-90, puis les premiers fusils à vraie poudre sans fumée autrichiens, les modèles 1895. Le GVR modèle 1888, développé par une commission, est adopté comme fusil standard de l'armée impériale allemande, utilise aussi un magasin type Mannlicher, mais introduit aussi la munition de 7,92 par 57, une munition très moderne. 1889 verra l'adoption par la Belgique du Moser 1889, premier fusil à utiliser les lames chargeurs. En 1898 est introduit le Moser 98, souvent considéré comme l'apex du développement des fusils à verrou. Des pays comme l'Espagne ou la Suède adoptent d'excellentes munitions modernes de petit calibre, respectivement le 7 mm par 57 et le 6,5 mm par 55, et on constate finalement que le Lebel est dépassé par la concurrence. Plusieurs hauts gradés français étaient en effet critiques à l'égard du fusil Lebel, en particulier sur la question du magasin. Cependant, aucun remplacement à grande échelle ne sera amorcé, car l'arme était encore très récente. Pour rester compétitif et moderne, le développement d'armes en France va sauter la génération du fusil à verrou court standard, au profit du développement d'un nouveau fusil d'infanterie, mais cette fois semi-automatique, type d'arme jugée, à raison, l'arme du futur pour le fantassin. Ce programme, lancé vers 1890, mènera au développement de nombreux fusils expérimentaux, tous utilisant une munition différente que le 8 mm Lebel. Le meilleur exemple de ces fusils est le Meunier A6. Un autre point de critique sera la difficulté d'adapter le Lebel à un format carabine. Ce seront les carabines et mousquetons Berthier qui seront adoptés pour la cavalerie, l'artillerie et la gendarmerie. Ils intègrent un magasin type Mannlicher de 3 ou 5 coups, et sont aussi plus légers et moins coûteux à produire. Cette famille de fusils remplaceront partiellement les Lebel pour les fantassins français dès 1915. De plus, le Lebel est un fusil long mesurant 1,30 m et un peu plus d'1,80 m au total avec sa baïonnette, ce qui se révélera être problématique en espace confiné. Le 8 mm Lebel, avec son étui très conique et son large bourrelet, se montrera être problématique dans les magasins des armes semi-automatiques et automatiques. Les fusils automatiques modèle 1915 Chauchat et leurs magasins illustrent bien ce problème. Le fusil Lebel a cependant quelques avantages. Avec son long canon, c'est un fusil relativement précis, et certains exemplaires pris au hasard recevront une lunette APX dès 1915, mais en très faible nombre. Avec sa construction robuste, il se révélera être une très bonne plateforme pour les grenades à fusil. Le système VB se montrera être un accessoire très populaire et très efficace. Le fusil Lebel restera donc en service durant la Première Guerre mondiale, où il partagera sa place de fusil standard avec les différents modèles de carabines et fusils Berthier. Malgré son infériorité par rapport à ses contemporains, le fusil Lebel se montrera tout à fait adéquat pour un fantassin, qui le préférèrent parfois au Berthier avec sa meilleure capacité en munitions. La production de Lebel s'arrête finalement en 1920 avec 3 millions d'unités.
Deux variantes du Lebel seront introduites durant l'entre-deux-guerres. Le R-35 développé par l'arsenal de Tulle est la seule variante carabine de Lebel mise en service. Le magasin est réduit à 3 cartouches et la taille globale de l'arme à 96 cm. Il en existe deux versions, une pour la cavalerie et pour l'artillerie, et diffèrent avec la fixation de sangle sur la crosse. Le M27 est une variante modernisée du fusil Lebel. Ces changements consistent en un remplacement du magasin tubulaire vers un magasin type Mauser à chargement par lame chargeur. Initialement chambré pour la munition de 7,5 par 58, la modification de la longueur d'étui de cette dernière passant de 58 mm à 54 en 1929, il en résultera à la fois des fusils chambrés en 7,5 par 58 et 7,5 par 54. Ce changement a lieu en août 1931. En 1932, certains fusils Lebel verront une dernière mise à jour, une adaptation à la balle N. C'est une munition plus puissante conçue à la base pour l'utilisation dans les mitrailleuses, en particulier les Hotchkiss modèle 1914. Ces Lebel convertis sont reconnaissables par un marquage N au niveau de la chambre. Les modèles non convertis n'acceptent pas cette nouvelle munition. Bien que déclaré obsolète après la Grande Guerre, il n'occupe pas la priorité au remplacement. Avant de passer à une nouvelle génération de fusils, la mise à jour de plusieurs types d'armes est jugée plus urgente. Ces armes sont les CSRG modèle 1915, les Chauchat, remplacés par le fusil mitrailleur modèle 1924, et les pistolets modèle 1935A et 1935S, introduits pour remplacer les différents modèles de pistolets et revolvers, en particulier les pistolets type Ruby et revolver modèle 1892. Finalement, les Lebel et carabines et fusils Berthier seront remplacés par les MAS-36 en 1936, un fusil à verrou court initialement conçu pour les troupes de seconde ligne. Mais dû à des larges stocks de munitions encore disponibles et des fusils encore fonctionnels, ces MAS-36 ne remplaceront pas complètement les anciens fusils Lebel et Berthier. Après la défaite de 1940, ils seront retrouvés aux mains de la milice, des troupes d'occupation ou de seconde ligne de la Wehrmacht ou de la SS, où ils recevront le nom GVR 301F, bien qu'en nombre plutôt faible. La résistance française en fera également l'usage. Passé la Seconde Guerre mondiale, le fusil Lebel continuera à avoir du service relayé aux troupes de seconde ligne, de garde ou pour l'entraînement. On en retrouvera dans les deux camps de conflit impliquant la France, Indochine ou Algérie par exemple. De nombreux pays en recevront également en aide militaire. On en retrouvera entre les mains de personnel grec, russe ou roumain. Il est toujours possible aujourd'hui, comme énormément d'armes de surplus, de croiser des fusils Lebel dans des conflits plus contemporains. Malgré sa munition révolutionnaire, le fusil modèle 1886 ou fusil Lebel vit un développement précipité qui mènera à son obsolescence sur plusieurs points clés. On verra donc la mise en service d'armes supérieures au fusil Lebel, des Lebel qui mettront du temps à être finalement remplacés.